Chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous êtes très bien réveillés parce que nous, c'est tout un grand plaisir, un honneur de vous savoir nombreux tous les matins. Bien sûr, vous êtes installés devant vos petits écrans à la maison, dans vos bureaux. Merci de nous avoir choisis et surtout, merci également pour la confiance, la fidélité et le dévouement que vous nous accordez tous les jours, du lundi au vendredi. Dans cette émission Zénith sur Coloma, comme d'habitude, ce matin, on parlera de jouvence. Parlant de jouvence, on impliquera bien sûr le rôle de la jeunesse. Mais autrement dit, on se demande ce matin quelle stratégie pour l'implication des jeunes dans le développement de notre pays. C'est la thématique de ce matin. Et pour en parler, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir nos invités sur ce plateau pour qu'ils nous offrent leur expérience, pourquoi pas leur expertise par rapport à ce sujet, parce que la jeunesse d'aujourd'hui est motivée. Tous les jeunes se donnent du temps pour se frayer un chemin dans différents domaines qui leur semblent utiles dans leur épanouissement. En tout cas, ce matin, que ce soit sur le plan économique, le plan social, le plan éducatif, pourquoi pas politique, on se demande quelle stratégie pour impliquer la jeunesse dans le développement. On reçoit sur ce plateau Monsieur Kaba. Alors moi, je ne vais pas dire son prénom parce que si je le dis, vous allez dire parce que c'est une histoire de Kaba sur ce plateau. Il est entrepreneur, il est le spécialiste de ce matin. Il a beaucoup de cordes à son arc. Vous aurez d'amples informations sur lui tout au long de cette émission. Je vous prie d'applaudir Monsieur Kaba, et merci donc d'être avec nous sur ce plateau. Ah, il n'y a pas d'applaudissements. Ah, Ismaël me manque sur ce plateau. Non, non, Yessira, bah, moi je vais aller m'asseoir et tu continues l'émission. Hein. Alors, vous allez forcément le reconnaître. Il était de la partie la semaine dernière sur une thématique qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'était tellement intéressant qu'on a voulu reconduire ce thème ce matin. Mais, ok, on a voulu changer un peu pour qu'on puisse se préparer bien, mener beaucoup d'investigations par rapport à la thématique pour vous satisfaire. Aujourd'hui, nous parlons de ce thème. Il est docteur, il est le président de Fondacia. Je vous prie d'applaudir pour M. Morlaye Camara sur ce plateau. Alors, le sacré coordinateur de l'émission Zénith sur Coloma, Ansoumane Dessira Kandé, bonjour. Bonjour à vous. Oui, bonjour Amika, pour te sauver. Si tu veux. En tout cas, ça fait plaisir. Bonjour à toi et merci de m'avoir invité comme ça sur le plateau pour parler justement de l'implication des jeunes dans le développement de notre pays. C'est tout un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau parce que je sais que ça sera enrichissant. En tout cas, il y a un autre projet, une initiative qu'on appelle Kalumbangri et c'est un jeune, moi je vais dire que c'est de l'entrepreneuriat. Il s'est dit, ben oui, moi je peux trouver quelque chose là-dedans, je peux satisfaire les gens dans ce projet, pourquoi pas me lancer. Il se nomme Monsieur Komara, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour à vous, Monsieur Komara. Bonjour. Alors, vous aurez l'opportunité de nous détailler ce qui veut dire Kaloum Bangri. Déjà, Kaloum, c'est la ville, Bangri, c'est la maison. Et dans quel contexte vous avez voulu dénommer votre initiative Kaloum Bangri? On le saura. En tout cas, merci donc à tous, merci à vous, chers téléspectateurs. On démarre cette émission tout de suite. On va écouter d'abord Ansoumane Dessira Kandé pour qu'il contextualise le thème de ce matin pour que vous pouvez comprendre, chers téléspectateurs. Allez, c'est parti. Voilà, merci donc à Amika. Je dis bonjour à nos invités sur ce plateau de Zénith sur Coloma et bonjour à tous nos téléspectateurs. Parler d'une stratégie ou des stratégies pour impliquer les jeunes dans le processus de développement dans notre pays. C'est peut-être trouver des voies et moyens pour que les jeunes trouvent leur place au sein du développement dans notre pays. Et le développement, à mon avis, ne se limite pas aux faits économiques. Ce n'est pas que l'économie, mais il y a tout ce qui concerne aussi le développement social, que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit dans le domaine de la culture. Donc tous les secteurs d'activité, normalement, devraient offrir des opportunités d'emploi de la jeunesse de notre pays. Hein, parce que si on regarde les filières de formation aujourd'hui, ou de tout temps, il y a le domaine de l'agriculture, Oui. hein, il y a la médecine,
on va dire la médecine, disons globalement la santé, mais il y a également tout le secteur économique, il y a les sciences pures, hein, il y a la recherche, etc. etc. Aujourd'hui, quelle est la place accordée aux jeunes dans ces différents secteurs? Je crois que c'est la grande question, la grosse question qui se pose aujourd'hui. Et on parle souvent de l'emploi des jeunes, de l'emploi des jeunes, de l'emploi des jeunes. Mais est-ce que ceux qui en parlent tiennent compte de tout cela, de tous ces secteurs où on ne voit que le secteur de la fonction publique ou alors des secteurs générateurs de revenus, des secteurs qui demandent de la subvention. D'accord. Ou des secteurs pour lesquels aujourd'hui il existerait une ligne de financement. D'accord. Parce que je crois que c'est l'ensemble, c'est tout ça qu'il faut essayer de voir aujourd'hui, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser et auxquelles il faut forcément trouver des réponses. On parle souvent d'emploi des jeunes, mais de quel emploi s'agit-il? Bien sûr. Moi, c'est la grosse question que je me pose. D'accord. Voilà. Merci donc à Guessira d'avoir planté le décor parce que là, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous le savez, chers téléspectateurs, en tant que catégorie sociale, la jeunesse constitue une donnée structurante majeure tant du point de vue de son poids démographique que de son implication active dans l'ensemble des sphères de la vie politique, économique et sociale de la Guinée. Les moins de 35 ans constituent plus de 74% de la population et cette proportion sera une donnée constante dans la pyramide des âges pour les 2 prochaines décennies, indique le document de stratégie de réduction de la pauvreté 2013-2016. On en parle ce matin pour qu'on puisse situer, pour qu'on puisse connaître la place et le taux de jeunes en Guinée pour savoir réellement qu'ils ont une place prépondérante dans le décollage de ce pays. En tout cas, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous avons comme spécialiste ce matin M. Fodé Kaba. Il est bien sûr Mori Kaba, autant pour moi. M. Mori Kaba, il est titulaire d'une licence en relations internationales à Kindia, bien sûr. En tout cas, on va lui donner, il a beaucoup de diplômes, il a beaucoup de compétences et de qualifications. Il nous offre son expérience et son expertise ce matin, tout en nous détaillant de fond en comble comment est-ce que lui, il voit cette thématique et quelles seraient les stratégies pour que les jeunes s'impliquent dans le décollage de la Guinée. Bonjour à vous, bonjour. M. Mori. Oui. J'espère que tu ne dis pas tout ça parce que c'est un cabas. Qui va se négliger? Oui, mais... Tu ne pourras pas m'intimider. Qui va se négliger, hein? En tout cas pas moi. Alors, on vous écoute, Monsieur Mori. Oui, bonjour, encore une fois, et je vous remercie vraiment pour l'opportunité que vous m'offrez ce matin. Parce qu'à un moment donné, dans la vie d'une nation, quand on se sent peut-être doté d'une certaine clairvoyance et tout, on a envie à tout prix de mettre ça à la disposition de sa population, de ses concitoyens, pour exprimer de manière beaucoup plus claire sa façon de voir les choses et tout. Et c'est une contribution, à mon humble avis, c'est une contribution. D'accord. Et raison pour laquelle on le dit que tout le monde doit contribuer au processus de développement de notre pays. D'accord. Donc c'est un grand honneur pour moi. Bon, comme vous l'avez si bien dit dans le thème, l'implication des jeunes dans le processus de développement en Guinée est un problème vraiment dont il faut beaucoup d'implication pour pouvoir résoudre cette problématique. Monsieur Guessira Kondé l'a rappelé tout à l'heure, ça demande beaucoup de paramètres et il y a beaucoup de paramètres qu'il faut toucher parce que le problème, il n'est pas naissant, il n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, de ce fait, il faut vraiment une implication effective, mais toucher tous les niveaux. Bon, par rapport à l'implication des jeunes d'abord dans le processus de développement en Guinée, il est beaucoup plus important de rappeler un fait. C'est au niveau de la formation d'abord, parce que tout commence de là. Parce qu'en faisant un diagnostic, il faut se poser la question pourquoi nous n'arrivons toujours pas à résoudre l'employabilité des jeunes, etc. etc. Où se trouve le problème? Le premier diagnostic d'abord, c'est au niveau de la formation.
Donc il faut mettre un accent particulier sur la formation, parce que certes, il faut le reconnaître. Et à tout moment, on a des milliers de jeunes qui sortent avec des diplômes, ils disent qu'ils ont fini et tout. Mais très franchement, est-ce que la qualité est là? Entre nous, il faut qu'on se dise cette vérité. La qualité n'y est pas et il n'y a pas d'adéquation entre la demande et la formation. Hein, les jeunes, ils apprennent d'autres trucs à l'université, mais dans la vie professionnelle, cette demande n'est pas là. Donc, il faut beaucoup plus s'accentuer sur ce fait d'abord et tout. Et aussi, il faut rappeler, il faut beaucoup plus de concret vis-à-vis du gouvernement. Il ne s'agit pas de faire des annonces à tout moment, expliquer, oui, nous nous préoccupons de la situation des jeunes et tout, mais il faut plus d'implication à travers des actions concrètes, notamment du gouvernement et des institutions. Bon, certes, il faut le reconnaître, avec cette Troisième République, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis par le président de la République, le professeur Alpha Condé, mais les efforts tardent à se ressentir souvent sur le terrain, parce que le nombre est croissant. Quand le nombre est croissant, il faut aussi des mesures qui doivent l'accompagner aussitôt. Et donc, raison pour laquelle je me dis, pour cette première phase, nous allons beaucoup nous accentuer sur la formation et tout. Mais comme c'est un débat ouvert déjà, et moi aussi, je m'apprête à vos questions pour qu'on puisse vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'interactivité dans le débat. D'accord. Voilà. Entre deux jeux, vous avez écouté M. Mori Kaba par rapport à la thématique de ce matin. La formation compte beaucoup. La formation, qu'elle soit académique ou professionnelle, compte beaucoup dans le décollage parce que tous les jeunes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais il se fera un chemin aujourd'hui, je l'ai dit à l'entame, dans le secteur dans lequel ils peuvent vraiment gagner leur épingle du jeu. En tout cas, comme nous avons sur ce plateau un autre averti, moi je l'appelle comme ça parce que là, la semaine passée, il a vraiment situé notre thème dans son contexte voulu, mais très malheureusement, le temps nous était imparti. Nous avons donc le privilège de l'avoir encore une fois sur ce plateau. Je parle bien sûr de M. Camara Morlaye. Bonjour à vous. Bonjour madame. Alors ce matin, on se demande quelle stratégie pour impliquer les jeunes dans le développement de la Guinée. Merci madame pour m'avoir encore invité sur le plateau. Lorsqu'on parle de jeunes, nous avons souvent des problèmes. Les problèmes sont de plusieurs natures. De manière générale, on dit les moins de 35 ans. Mais pourquoi ce sont des problèmes d'intégration? Depuis toujours, on dit qu'il faut les former. Mais quel type de formation faut-il avoir? Et la plupart des cas, quand vous prenez 100 jeunes, ils cherchent à avoir un diplôme universitaire. Et avec un diplôme universitaire, quel emploi vont-ils avoir? Avec quel salaire? Si c'est l'État qui doit employer tous les diplômés universitaires, il faut combien d'années pour engager une promotion? Lorsqu'une promotion est engagée cette année, il faut combien d'années? Quand un fonctionnaire est engagé, il faut combien d'années d'activité avant sa retraite? Et cet employé, vu du fait qu'il n'a pas autre chose que ce travail-là, de la fonction publique, il n'est jamais honnête. Comment il fait? Chaque instant, il apprend que sa promotion doit aller en retraite, il passe à la fonction publique, il manipule les pièces pour qu'on revoie comme l'un des plus jeunes qui doit continuer à travailler. Alors qu'il y a son fils, son petit-fils, qui attendent encore d'être employé à sa place. Donc, moi je pense que quand il parle de la formation professionnelle doit être en avant. C'est ce qu'il faut. Parce que quand vous apprenez quelque chose de pratique professionnellement, que vous soyez engagé par l'État ou pas, vous pouvez vous employer, vous pouvez créer l'auto-emploi ou une structure qui est là déjà, qui a besoin de votre compétence. Mais si on n'a que les formations techniques, je veux dire académiques, universitaires, la plupart des cas c'est théorique. Même ceux qui ont fait les branches techniques, ils n'ont pas eu la chance d'apprendre réellement comment s'impliquer une fois qu'ils sortent.
ils se battent toujours pour que l'État les engage quelque part. Et quand l'État les engage, combien d'années, comme je l'ai dit déjà, combien d'années ils vont faire avant que des promotions qui viennent après eux puissent trouver de la place. D'accord. Donc la formation professionnelle mieux, moi qui vous parle, j'ai fait l'université de Conakry, je suis la 22e promotion. Dès que j'ai soutenu, j'ai eu la chance d'avoir des bourses pour l'étude post-universitaire. J'étais maintenant obligé, parce que j'ai déjà fait l'universitaire. M'arrêter là seulement, c'est comme si j'allais devenir dans les bureaux simple employé, prendre ça, déposer ça ici. Donc il faut avoir un niveau maintenant plus élevé que ça. C'est ainsi que je suis parvenu à avoir les bourses pour l'Allemagne fédérale. J'ai eu maintenant, n'est-ce pas, j'ai fait doctorat en sociologie, sciences politiques et linguistiques. C'est pourquoi on m'appelle docteur. D'accord. Mais à mon retour, il fallait être là pour savoir comment je suis parvenu à me faire prendre par la fonction publique. Et à un certain moment, j'étais obligé de former une équipe. J'ai trouvé des Guinéens aussi qui se venaient de l'extérieur, une centaine de personnes qui cherchaient l'emploi. On se donnait la main. Et qu'est-ce que le gouvernement disait? Qu'il faut que nous fassions d'abord un concours. J'ai lancé compte et dit, mais comment voulez-vous faire examiner un colonel par un lieutenant? Qui va noter? Qui va corriger? Engagez-les. Maintenant, pour nous engager, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, bon, on va créer des universités où on va les envoyer comme enseignants. C'est ainsi que nous avons été engagés et Symphonie a été créé à cause de nous. Mamou, Zérékoré. Même d'autres universités qui ont été créées à l'intérieur du pays, c'était à cause de nous. Parce qu'on était là, centaines d'individus avec des compétences, je veux dire théoriques. Parce qu'on a fait que des formations académiques. D'accord. Quelques individus qui ont fait ça. Donc, l'enfant, comme le jeune, ne peut pas trouver de l'emploi si il n'a fait que la formation universitaire. Il ne peut pas trouver. Il faut mettre l'accent sur la formation professionnelle. Moi, en parle encore, je suis bien sur l'enseignement supérieur, mais à l'instant, j'ai un petit centre où les gens apprennent la langue allemande pour pouvoir aller continuer à étudier toujours. Je les conseille, mais quand vous partez, s'il vous plaît, intéressez-vous à la formation professionnelle. Bien sûr, tout le monde ils sont bacheliers, ils veulent partir étudier. Mais moi, en tant que professeur, je dis voilà, il faut que vous fassiez de sorte qu'à votre arrivée là-bas, vous apprenez beaucoup plus la formation technique ou professionnelle que de venir avec diplôme doctorat ou même professorat. Quand vous serez là, qui va vous engager? D'accord. C'est un problème. Merci beaucoup à Dr Morlaye Camara, président de Fondacia. Les deux intervenants, on a tout de suite compris que c'est nécessaire d'avoir une formation, mais pas seulement la formation académique, comme on le dit, la formation professionnelle, parce qu'aujourd'hui, on voit que l'entrepreneuriat est vraiment en vogue, parce que là, beaucoup de gens se feraient un chemin dans le domaine entrepreneurial. On ne sait pas si... Et puis, oui, c'est une réalité, mais moi, ma question, c'est une question commune. Selon vous, pourquoi est-ce que, malgré que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont entrepreneurs, et le problème de chômage prévaut est une inquiétude aujourd'hui pour le gouvernement guinéen? Parce que il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans l'entrepreneuriat. On ne sait pas si c'est pour se faire de l'argent, ou si c'est pour s'occuper, ou si c'est pour aider les autres jeunes à s'épanouir. Parce que tout le monde ne sera pas au même pied d'égalité. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour que réellement le décollage soit effectif? D'accord. Permettez? C'est une très belle question. C'est une très belle question. Je vais même bondir là-dessus parce que j'ai beaucoup à partager par rapport vraiment à ce que vous venez de toucher là. Et comme vous l'avez si bien dit, nous remarquons aujourd'hui vraiment qu'il y a d'autres jeunes quand même qui ont compris la nécessité vraiment de s'investir dans l'entrepreneuriat et tout. Mais il est important de souligner que ça marche très difficilement chez nous. D'accord. Dû à beaucoup de problèmes et dont on ne pourra pas tout énumérer ici. On va essayer de... Voilà, justement, brièvement. Voilà, brièvement et tout. Dire Parce que les jeunes, mis à part qui ont souvent de bons projets et tout, mais il y a un blocus qui leur freine, l'accès au financement. Parce que quand on a un projet et qu'on n'a pas vraiment d'outils de financement, il n'y a pas de structure vraiment capable de financer votre projet, ça devient un rêve. Vous êtes là, vous dites... Comme le dit l'autre, il y a beaucoup de jeunes qui se promènent avec leur entreprise dans leur sac. Bien sûr. Voilà, donc raison pour laquelle je disais tantôt, il faut beaucoup plus d'implication aussi du gouvernement, bien qu'il y a eu des efforts, mais il faut plus d'efforts
Parce que les jeunes, ils ont des projets et tout, mais il faut une structure vraiment capable non seulement d'aider les jeunes tout en leur encadrant dans leurs projets, mais aussi leur aider aussi à avoir accès au financement. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, au Ghana aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus facilement accès au financement qu'en Guinée. Et les institutions aussi qui viennent chez nous souvent, et moi je leur demande humblement de s'impliquer aussi avec beaucoup plus de concret. Parce que moi, quand je prends mon cas, et il fut un moment où j'ai mené des démarches avec plusieurs institutions, AFD, Union européenne, etc. etc. Bon, parce que souvent, ils font des annonces en disant on offre, il y a tel million d'euros à la disposition de la jeunesse et tout. Mais, c'est-à-dire, les jeunes, ils ont du mal à mettre main sur ces fonds. Mais moi, je me suis dit, j'ai l'impression que tout le financement qui vient ici rentre peut-être dans l'entretien de votre personnel et tout. Je dis parce que les jeunes n'ont pas accès à ce financement. Quelques jeunes seulement, et on ne sait même pas comment ça se passe. Donc il faut beaucoup plus de transparence sur ça. Quand une aide est là, il faut expliquer aux jeunes, bon, l'aide est là, mais pour avoir main sur ce financement, c'est ce qu'il faut faire, Il faut présenter quel type, il faut présenter tel type de projet, etc. etc. Parce que il faut aussi rappeler que, mis à part le fait qu'on soit là, on se bat pour créer des conditions pour l'entrepreneuriat et tout, mais il faut aussi créer des conditions pour l'émancipation des jeunes. Les jeunes ne sont pas émancipés chez nous. Ça manque. On n'a pas d'infrastructure vraiment qui nous accompagne dans ce sens. Bon, certes, on a des blue zones aujourd'hui et tout, mais il faut encore beaucoup plus de blue zones. Pas à Conakry seulement, à l'intérieur. Moi, il fut un moment, je montais des projets, j'élaborais des projets pour déposer auprès des institutions pour financement, notamment la construction des blue zones vers Bambeto et Koza et Nko 5. Si vous voyez que même ces jeunes aujourd'hui de cette localité sont devenus les jeunes les plus réfractaires de Conakry, c'est parce qu'ils n'ont pas de cadre d'épanouissement et tout. Il n'y a rien qui les encadre au fait. Donc, à tout ce fait, il faut vraiment beaucoup plus d'implication à tous les niveaux. Moi, je mets beaucoup d'accent sur ça. Voilà. Alors, si vous permettez. Alors, allez-y, monsieur Camara. Oui, en plus de ce qu'il vient de dire, il y a un premier pas. Le premier pas, il faut reconnaître que l'administration guinéenne est très lourde. Très lourde. Avoir même l'information sur ce qu'il faut faire, tout à fait un problème. Et quand il parle par exemple des projets développés, on dit toujours, toi, il faut monter un projet. Tu montes ton projet, tu déposes à tel département. Ce département reçoit le projet. Tu vas faire plus d'1 an en train de marcher sans savoir même le numéro d'enregistrement de ton projet. Et quand ça arrive quelque part, tu risques même de le perdre. Tu ne sais même pas où ça se trouve. Ça, c'est la lourdeur de l'administration qui fait ça. Donc, il faut que l'administration fasse de sorte que les jeunes puissent être répondus lorsqu'ils posent une question. Mais quand vous partez, trouvez quelqu'un même qui va vous répondre à telle question. Tout à fait un problème. Moi qui vous parle là, le centre dont je parle comme ça là, depuis 2008, j'ai déposé la demande d'agrément d'un centre que j'ai appelé Institut de langue et de communication. Ils m'ont donné un agrément provisoire. On me dit 1 an après, vous déposez avec le rapport d'activité de l'année qui est passée pour demander maintenant l'agrément définitif. J'ai déposé cette demande-là au ministère de l'enseignement technique, jusque là où je suis. Là où je suis. Je ne sais même pas où se trouve la demande. D'accord. C'est comme pour dire, oui, voilà, c'est comme pour dire, Guessira, que si chacun faisait ce qu'il devait faire normalement, les choses allaient bouger. Comme nous sommes sur ce plateau, on va essayer d'équilibrer un peu la chose. Moi, je le considère comme un exemple de jeunes engagés, de jeunes qui sait ce qu'il veut, de jeunes qui veut vraiment se prendre en charge et son destin en main. On parlera du projet Kaloum Bangui. Kaloum Bangui est initié par M. Komara, il est avec nous sur ce plateau. Moi, je vais tout de suite lui dire pourquoi Kaloum Bangui. C'est la première question. Pourquoi Kaloum Bangui? D'abord, avant de commencer, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Komara Boubacar Sidiki. Je suis récemment diplômé de l'Université de Californie, Berkeley, en architecture. Kaloum Bangui, c'est un concept. Kaloum, comme vous le connaissez déjà, Bangui, c'est maison, en Soussou. Kaloum Bangui, une migration de l'architecture, est un projet qui est communautaire,
et écologique. D'accord. Communautaire, pourquoi? En Guinée, on vit en communauté. Vous ne remarquez pas la vie communautaire guinéenne, sauf quand vous voyagez. Allez par exemple en Allemagne, vous rentrez dans un train, à Munich pour être plus précis. Vous rentrez dans un train, vous faites 30 minutes sans que personne ne vous adresse la parole, ou bien sans que vous n'entendez personne parler. Les gens sont concentrés et ils ne font que faire vague à leurs affaires. Vous venez en Guinée, vous passez dans la rue, le simple fait de marcher ou bien de marcher dans votre quartier, vous dépassez un groupe de jeunes assis, vous êtes obligé de dire bonjour. Si vous ne le faites pas, les jeunes vont se dire ah, cette personne se prend la tête. Parce que dans notre culture, on est plus basé sur la communauté et tout est autour de la communauté. Mais aussi communautaire parce que nous, on essaie d'adresser les problèmes de logement dans les bidonvilles de Kaloum. D'accord. Alors, ça, ce qu'il dit, c'est une innovation vers des matériaux durables. Maintenant, ça, c'est la partie que j'allais énoncer, c'est la partie écologique. D'accord. Maintenant, la partie écologique, pourquoi? Il est déplorable maintenant que dans un pays comme la Guinée, avec un climat sec et humide comme le nôtre, on construit toujours avec du ciment et des briques. Malheureusement, des matériaux comme le brique et le ciment sont pas les plus adéquats à notre climat. Parce qu'ils ont des masses thermiques assez élevées qui font qu'ils prennent beaucoup de chaleur, mais prennent beaucoup de temps pour transférer cette chaleur. C'est pourquoi dans la quasi-totalité des maisons en Guinée qui sont en briques et ciment, il fait beaucoup chaud la nuit. Parce que c'est la chaleur recueillie la journée qui est transférée la nuit. D'accord. Donc maintenant ici, on essaie d'apporter une autre innovation en utilisant des matériaux qui sont plus légers et en donnant beaucoup plus d'importance à l'ouverture de l'espace. Comment est-ce que vous comptez mettre effectivement en place ce projet? Parce que ça a l'air d'être intéressant, parce que quand on implique l'écologie et tout, et encore on sait que le prototype de Kaloum Bangui peut être un idéal pour résoudre, parce que quand on voit les maisons de la ville, oui, on a vraiment besoin maintenant d'adapter quelque chose, une stratégie qui pourrait vraiment, on a parlé d'émancipation, quand on parle d'émancipation, on parle d'abord des besoins primaires. Quand on parle de besoins primaires, on parlera forcément de logement, qui n'est pas bien nourri, qui n'est pas bien logé, qui n'a pas l'éducation, ne vit presque pas. Donc, si vous vous impliquez ou si vous voyez que Kaloum Bangui peut être fructueux, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour réaliser ou pour atteindre votre objectif? En fait, moi j'ai eu de la chance. J'ai fini mes études l'année passée dans l'université de Californie, Berkeley. Et chaque année, ils donnent un prix à 3 à 5 étudiants sortants pour travailler sur un projet qu'ils ont déjà fait pendant leur cursus universitaire. Par la chance et le travail, j'ai été l'un des 5 étudiants qui étaient retenus l'année passée. Bravo, sur plus de 6000 étudiants sortants et 50 candidats. Et avec ce prix, j'ai eu l'opportunité ou les fonds nécessaires pour réaliser les premières étapes du projet. On est allé à Kaloum, on a fait des enquêtes, on a rencontré les populations à la base. On s'est imprégné des vrais problèmes qui sont là. Parce que moi, par exemple, j'ai des amis de Kaloum ou bien j'ai la famille là-bas, je passais la nuit tout le temps. On dit à chaque fois, ah vous dormez à tour de rôle. On se moque des gens de Kaloum. Oui. Mais bon, j'avais jamais vu ça réellement. C'était juste des on-dit. Mais une fois là-bas, on a su qu'il y avait effectivement des familles où les gens dorment à tour de rôle. Peut-être ils ne le disent pas comme ça, mais imaginez une chambre entrée-couchée où il y a un père de famille, une mère de famille et des enfants, avec plus de 7 à 9 membres de la famille. Forcément, il doit y avoir quelqu'un qui dort pas à un certain moment de la nuit. Donc, ça, maintenant, on essaie de le mettre en place. Parce que vous avez parlé de financement, ce qui est vrai. Mais moi, je pense que c'est vrai qu'on a besoin de financement, mais je pense que les jeunes aussi en Guinée, on a beaucoup besoin de créativité. Parce que les financements... Il y a trop de copier-coller. Ouais. Il y a trop, tout le monde veut faire la même chose. Ouais. Le plus souvent en Guinée, quand quelqu'un a une boutique de vente de chaussures, la prochaine personne veut ouvrir la même chose. Au lieu de dire, OK, quand il y a des chaussures maintenant, les gens voudront peut-être nettoyer leurs chaussures. Maintenant, je fais
un salon de nettoyage. Même pas de loin, chaussures ce à côté. matin, je venais, il y a un jeune qui disait qu'il a une salle de gym. Et à côté, il y a un autre jeune, même pas en face, hein, mais dans le même immeuble, il y a une autre personne qui a ouvert la même chose. C'est comme les boutiques. Vous voyez un peu. Dans un centre commercial, Oui. les boutiques Voilà, sont en côte à fait, côte. moi je me dis que le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas de solidarité entre les jeunes. Je ne sais pas pourquoi, s'ils n'ont pas, ils ne sont pas au même point, au même niveau d'information, comme l'a souligné Monsieur Camara. Voilà, donc parce que si on ne sait pas réellement ce qu'on doit faire pour qu'on ait ce qu'on veut, souvent on devient bleu dans tout ce qu'on ne savait pas réellement ce qu'on veut. Moi, je pense que c'est parce que certains jeunes ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Et c'est ce matin, c'est pourquoi on doit parler. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être là, tu as envie d'apporter quelque chose à ton pays, tu as une idée, mais tu ne sais pas comment mettre en œuvre cette idée. C'est d'où j'ai parlé à l'entame de cette émission d'expertise et d'expérience. Parce que je veux que le jeune lambda qui nous suit aujourd'hui, à la sortie de cette émission, qu'il se dise, aujourd'hui, moi, si je sais comment est-ce que je dois faire pour décoller ou pour entamer mon activité. C'est cela, comme ça on dira qu'on a réussi cette émission. Tout à fait, C'est ça tout à fait. l'objectif ce matin. Tout En fait, à fait. une chose que je veux ajouter, c'est l'émancipation des jeunes. Je pense que ça date de beaucoup d'années. S'il faut même aller à la colonisation et tout. Nous, en tant qu'Africains, en tant que Guinéens, on grandit avec l'idée qu'on ne peut rien créer. Que tout a été fait et qu'on ne peut pas apporter de changement. On préfère s'asseoir, faire du thé Affirmatif ou et pas? penser Parce que les autres vont apporter ce changement. Je pense que la jeunesse guinéenne a besoin de beaucoup de confiance. Croire qu'on a tout ce dont on a besoin ici. Par exemple, vous pouvez voir le projet Kalumbangi, tout ce qui est dedans, c'est un projet qui est moderne et tout, mais tous les matériaux de construction sont locaux. On a tout pris ici. Vous voyez à l'intérieur, les murs sont décorés de nattes, des nattes qu'on achète presque avec rien dans les marchés ici. Il y a beaucoup d'idées et on peut apprendre de beaucoup de personnes. Par exemple, aller au Ghana, il y a beaucoup de jeunes qui font des designs, qui font de bons travail d'art et tout, avec que des sachets de plastique recyclés. Ils n'ont pas besoin de financement de l'État pour faire un tel projet, mais ils ont juste besoin de plus de créativité pour atteindre leurs objectifs. D'accord, ça marche. Oui, mais mon frère, Alors, je crois que ça, vous ne pouvez pas dire les jeunes sont comme ça, encore les accuser de leur peut-être manque de volonté d'agir. Le problème qui est là, c'est un problème de génération. C'est un problème de génération. Moi, je peux être comme ça, par exemple, j'ai fait la médecine. Il y a mon grand-père qui a fait la médecine. Et on s'est spécialisés tous en gynécologie. Mais il y a un problème complexe de la collaboration entre ce grand-père et moi. Quand je vais vers lui, il prend cela plus que comme un secret. Au lieu de me laisser avoir accès à cette il y a un compétence. véritable problème de Mais comment coaching, voulez-vous oui. que je puisse, moi, en tant que jeune, agir plus que lui? Je ne vais pas atteindre son niveau. Parce qu'il a plus d'expérience que moi. Donc, ce problème de transfert d'expérience entre les aînés. aînés et les jeunes doit être quelque chose qu'on doit réellement traiter. Si on ne traite pas ça, moi je vais être là avec une connaissance théorique, mais la pratique, je peux avoir ça de l'ancienne génération. Ouais. Mais je n'ai pas accès. Ouais, un autre problème, parce C'est que un là, autre problème. c'est un problème de coaching, oui, c'est pourquoi C'est ça, la collaboration beaucoup manque. de jeunes aujourd'hui... Oui, ça manque. moi j'aimerais bien intervenir. Je vais aborder ce volet dans un moment, mais je crois qu'au départ, j'avais posé un certain nombre de questions, parce que la question, le sujet d'aujourd'hui, c'est quelle stratégie faut-il avoir pour l'implication des jeunes dans le processus du développement. Et voilà, il y a un exemple d'initiative qui arrive et qui pourrait faire appel surtout à l'imaginaire, à l'imagination, à la créativité des jeunes. Ça, c'est une façon de travailler. Ça, c'est déjà une forme de stratégie, de voie et de moyens pour pousser les jeunes. Mais pour rester dans le cadre du sujet, moi, prenons historiquement, à partir de quand on a constaté le gros chômage. Le chômage n'est pas spécifique à la Guinée. Non, pas du tout. Ce n'est pas particulier à la Guinée.
On voit, si on parle aujourd'hui de gilets jaunes en France, c'est vrai qu'il y a les conditions de vie, mais c'est surtout aussi parce qu'il y a trop de chômeurs. Aux États-Unis, c'est pareil. Dans tous les pays du monde, il existe le chômage. Mais en Guinée, à partir de quel moment on a constaté, historiquement, à partir de quelle date on a commencé à constater de gros chômage? C'est-à-dire le plus grand nombre de personnes qui ne travaillaient pas, c'est à partir de 84-85. D'accord? D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'en Guinée, il y a une mentalité selon laquelle quelqu'un qui a été à l'école, quand il finit, doit travailler à la fonction publique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, bien Jusqu'en sûr. 85, c'était ça. Tu vas à l'école pour être fonctionnaire. Tout à fait. Et cette mentalité-là, on n'arrive pas à la déprogrammer de l'esprit des Guinéens. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour Mais justement, laisse-moi aller au bout. Oui, mais Laisse-moi pas tous les aller au Guinéens qui bout vont à l'école. du raisonnement. Donc, il y a une culture de la fonction publique qui est... L'esprit du Guinéen, la mentalité guinéenne est fortement imprégnée par cette culture de la fonction publique. C'est-à-dire, j'étudie pour aller à la fonction publique. J'étudie pour aller à la fonction publique. Jusqu'en 80, je vous dis, en 84-85. 84-85, et je ne sais pas en quelle année, il y a eu, justement avec l'arrivée du FMI et de la Banque mondiale, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu cette période de décompression de la fonction publique, oui. dégraissage de la fonction publique, où on a demandé des départs volontaires, il y a eu la retraite anticipée des fonctionnaires. Ensuite, il y a eu des retraites, des gens ont été mis à la retraite. Tout à fait. À partir de ce moment, on a compris que l'État ne pouvait plus employer comme il le faisait avant, Le préalable. puisqu'on est rentré dans un nouveau système qui est le système libéral. Libéral. C'est-à-dire, quand on dit système libéral, ça veut dire libre entreprise. Ça veut dire les gens sont préparés à avoir cette créativité, à avoir de l'imagination. C'est ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que, première chose, il faut que dans toutes les écoles, dans toutes les universités en Guinée, on puisse enseigner quelque chose aux jeunes Guinéens, qu'ils comprennent que quand ils finissent, ce n'est pas forcément la fonction publique qui va les prendre. Moi, quand j'étudiais, nous, lorsqu'on étudiait, avant, la dernière promotion qui a été intégrée à la fonction publique, c'était la promotion El Hadj Oumar Tall, je crois, en vague. Vous savez, toute la vague sortie en 2000, en 83, 85, ils ont tous été envoyés à la fonction publique. On fait un décret du président de la République, tout le monde à la fonction publique. Mais parce que c'est l'État qui prenait... on était dans un système socialiste. C'est-à-dire que l'État avait obligation de mettre des gens à la fonction, de trouver du travail. Amika, ne va pas trop vite. Tu as posé une question, c'est très important. Oui, mais maintenant, on est dans un système libéral. Dans un système libéral, M. Kaba a parlé tout à l'heure de la formation. Et vous avez parlé d'offres et de demandes. Est-ce que et puis là, on ne parle que de ceux qui ont fait les études. On ne parle pas de ceux qui n'ont pas été scolarisés, de ceux qui n'ont pas été à l'école. Il y en a combien, comparativement à ceux qui sont diplômés, il y en a combien qui n'ont pas été à l'école ou qui ont été déscolarisés, qui n'ont aucune capacité professionnelle et qui sont au chômage? Si aujourd'hui on avait des statistiques de ces jeunes, puisque M. Kaba le disait, qui s'agitent partout, on verrait. Il y a un véritable problème de fond. La question, il faut la poser. Est-ce qu'on a pensé à ça? Il faut faire l'historique du chômage, comprendre quelles sont les cibles et catégoriser les gens et savoir aujourd'hui quelle est l'offre, c'est-à-dire les universités. Prenons le cas de ceux qui vont à l'école. Ceux qui vont à l'école ou qui sont des diplômés, ils sortent
qu'est-ce qu'ils ont comme compétences, comme capacité professionnelle? Est-ce que ça correspond à la demande sur le marché des entreprises, etc., etc. Si ça ne correspond pas à la demande des entreprises, qu'est-ce qu'ils font de leur diplôme? Est-ce qu'une reconversion est possible pour ces gens ou pas? Parce que quand on a été, moi je pense que l'avantage de faire l'université, c'est que tu as une grande faculté d'analyse, de réflexion, de conceptualisation, de déconstruction et de construction. C'est ça que l'université t'apprend. Bien sûr, c'est la synthèse D'accord. de Vous parlez primaire, de du capacité professionnelle, mais on a vu le cas en France. Il y a eu des moments où on a dit, et je crois que le LMD est basé là-dessus. Oui. Licence, master, doctorat. Doctorat. C'est basé là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que les jeunes qui sont à l'université, qui font LMD en Guinée, ils font des stages en entreprise? Parce que moi, je suis sorti d'un système LMD en 2005 de l'université Lumière Lyon 2, Arsec. C'est-à-dire que avant même que je bouge d'ici pour aller, quand j'ai su que je suis admis, ils m'ont envoyé les thèmes observation, recherche-observation, avant que j'arrive. C'est-à-dire je suis arrivé, pendant 3 mois, il fallait que je fasse des recherches, je ne sais pas, sur un domaine précis. Ensuite, tu as 3 mois de cours, ensuite tu as 3 mois de stage, après tu as 3 mois de recherche, et tu fais ton mémoire. Oui, en alternance. Quoi. En alternance. D'accord. Tout est en 3 mois. Et tu es obligé, stage obligatoire en entreprise pendant 3 mois. Vous le savez, puisque vous venez des États-Unis. Et pendant tes recherches, tu es sur le terrain. Tu n'as pratiquement que 6 mois de cours théoriques. Et Tout le reste, tu es sur le terrain. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pour parler rapidement, je vais finir. J'ai travaillé pour une radio, je me permets de la citer, c'est la radio Horizon FM. M. Boubacar Yassine Gallo, que je salue de passage. À un certain moment, on a arrêté de prendre des stagiaires parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui venaient comme stagiaires n'avaient pas de compétences, n'avaient pas de capacité, de compétences pratiques. Ils ne savaient pas manier les outils. Mais les outils qui sont là, c'est des outils qui coûtent cher. Un ordinateur, ça coûte cher. Un émetteur, ça coûte excessivement cher. Une table... une console, ça coûte cher, etc., etc. Les enfants, théoriquement, ils connaissent tout par le livre, mais tu les mets devant l'outil, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, tu prends quelqu'un comme ça, qui maîtrise, qui a une maîtrise théorique, tu le mets devant ton outil, et toi, tu as besoin de quelqu'un qui est opérationnel. C'est-à-dire que les gens qui arrivent dans les entreprises avec des diplômes ne sont pas tout de suite opérationnels. Et ce qui se passe, c'est que les entreprises ont besoin de gens aujourd'hui qui sont opérationnels. Mais quelqu'un qui vient pour apprendre sur ton outil, si l'outil se gâte, qui va payer? Qui perd? D'où la nécessité de mettre un accent particulier sur l'adéquation. Non seulement il faut la formation et l'emploi. C'est indispensable. Faut pas rester. Ce qui marche ailleurs, ça peut marcher en Guinée. Oui. On en a fait. La condition. Maintenant, nous, comment on a corrigé? Il faudrait adapter aux réalités guinéennes. Quand quelqu'un vient, mais pourquoi à la RTG il y a le studio école. Il y a le studio école. Pourquoi on a mis le studio école? Non, je vous donne des exemples terre à terre. Suivez. Je vais d'abord poser une question. Qui est chômeur? Ensuite, est-ce que notre pays, du point de vue investissement dans les entreprises, a atteint le niveau pour instaurer le système LMD en Guinée? Est-ce qu'on a atteint ce niveau-là? Vous avez parlé. Vous avez parlé du niveau des expériences, n'est-ce pas, des stages dans les entreprises. Quelle entreprise peut prendre les jeunes Guinéens qui sortent de ce système LMD pour les pratiques? Quelle entreprise? Mais... Quelle entreprise, s'il vous plaît? Bon, alors, combien de pourcents d'entreprises se trouvent en Guinée qui je vous donne aussi. S'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité des établissements d'enseignement. Non, excusez-moi. Vous avez posé une question, je vous donne la réponse. Je vous donne la réponse. Je vous donne la question. Je vais vous donner la parole. Je vais vous citer le cas de l'université Nelson Mandela. Je vous dis, à l'étape actuelle du système d'enseignement, il n'y a aucune compatibilité entre la formation et le système introduit. D'accord. Parce que faire les stages, c'est une réalité. Faire des stages, vous-même vous l'avez dit, avec comme vous arriviez, votre programme de stage est déjà programmé. Mais quelle est cette université, ici en Guinée, qui soit publique ou privée, qui est en relation avec les entreprises qui fonctionnent, qui peuvent accepter les enfants pour faire des stages? Vous-même vous l'avez dit.
Les enfants Ok. n'ont que la théorie. Alors, s'il ne Pratique. peut pas aller à Laissez-moi l'entreprise- finir. Non, mais vous Laissez-moi posez une finir. question et vous répondez vous-même. Non, je ne réponds pas. Non, si Je réponds vous pas. dites qu'il n'y a aucune, vous dites quelle est l'entreprise, après vous dites qu'il n'y a Allez-y, aucune monsieur entreprise. Camara. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas cette université qui a un rapport avec telle entreprise pour les stages. Si, il y en a. D'accord. Moi, Alors, je il y en peux a, vous citer des allez-y, universités. aidez-nous. Je dis rapidement. Je prends, si les universités ne sont pas en contact avec les entreprises, les universités devraient pouvoir apporter les réponses. Je vais vous dire comment ça se fait. Je ne sais plus c'était en quelle année. Ibrahima Adama Barry qui est là, il le sait, on enseignait ensemble à la filière communication et journalisme de l'université Nelson Mandela. J'ai été coopté par David Camara, Mohamed Daouda Camara qui est à TATV, pour venir donner des cours en pratique radio et télé. Je suis allé, quand ils m'ont coopté, je dis où se trouvent vos studios. Ils m'ont dit qu'ils n'en ont pas. J'ai dit je ne fais pas. Ils m'ont dit pourquoi. J'ai fait une liste de matériel. J'ai dit vous trouvez une salle, vous équipez la salle en matériel, je veux la reproduction d'une radio, d'un studio radio ici. Je veux la reproduction d'un studio télé ici. Demandez à Mohamed Daouda Camara. L'université s'est battue avec ses moyens. Ils ont reproduit. Vous allez, je ne sais pas si ça existe encore. Ils ont créé un studio radio, un studio télé. Et c'est là où j'ai formé ces jeunes. Et tous ces jeunes-là, l'année à laquelle ils sont sortis, on les a tous recrutés dans des radios. D'accord, ben ça c'est l'exemple d'une Vous savez, seule monsieur- Je vous dis, Monsieur Ah, Condé, c'est l'exemple d'une c'est seule un université. des aspects du problème qui se pose. Je parle de ceux qui sont diplômés. C'est-à-dire, si les entreprises ne peuvent pas, mais à charge pour les établissements, monsieur Kaba, je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que vous en pensez. C'est aux universités aussi de créer Lui, qui vous a donné l'argent pour les études, les premières études de votre Kaloum Bangri? L'université. C'est l'université, non? Oui. Alors, Mais Oui, mais ça c'est combien de pourcents? Combien de pourcents par rapport à l'ensemble? responsabilités. Les universités ont à peine les moyens pour payer les fonctionnaires. À peine. Quand vous venez le salaire d'un professeur d'université ici, vous ne pas comparer au salaire, n'est-ce pas, d'un professeur c'est pas, de physique ou de collège d'un autre pays. C'est pas possible. Donc, Donc, alors, ils ne peuvent monsieur pas Condé, du tout. moi je comprends bien, monsieur Camara. D'entreprise. Sur ce plan, Quand vous parlez On d'entreprise, se limite à ça, Monsieur on ne Camara. sortira pas. Oui. Il faut- on ne peut pas s'en sortir. Les problèmes En tout cas, sont posés. jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que nous devons nous arrêter au fait que les gens, l'université, je vous dis un exemple concret. Je suis parti à Nelson Mandela. Moi, je n'ai pas cherché à savoir s'ils ont les moyens ou pas. Je dis, si vous voulez que moi, je vienne former vos jeunes, vos étudiants, la condition, vous créez les conditions matérielles, les conditions d'apprentissage. Et ils m'ont donné raison parce qu'après, tous les élèves qui sont sortis cette année-là ont trouvé des lieux parce qu'ils sont venus avec le métier Moi, au je bout pense des que doigts. c'est nécessaire Et alors ça, qu'on c'est mette, extrêmement qu'on important. mette en place, Ça, ce n'est Guézira, qu'un aspect une de ce problème, de stratégie, cette qu'on mette en grande place une question qui est posée. stratégie Oui. pour que toutes les autres universités fassent pareil. Parce que là, s'il n'y a pas d'adaptation entre la formation et l'emploi, ça va être compliqué. Parce que là, c'est vrai ce que vous avez tous raison sur ce plateau. C'est même compliqué déjà. Ce sont des aspects vraiment qui freinent ou bien qui entravent l'implication effective des jeunes dans le décollage. Parce que si un jeune, il est là, il étudie, c'est vrai, il y a une question d'orientation aujourd'hui, je vous le dis en connaissance de cause. Il y a beaucoup d'universitaires aujourd'hui, ils pratiquent ou bien ils étudient une option parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils le font, en fait, il y a plus de suivistes que des gens qui veulent réellement ce qu'ils veulent. Donc, Autre exemple. pour répondre à cela, moi je pense que selon vous, Je comment crois est-ce qu'on qu'il peut... ne faut pas rester seulement dans le cadre de la communication. Non, comment est-ce qu'on peut mettre en place... Je sors de ça. C'est Je une prends question, un autre exemple. Guézira, Je c'est une prends un question. autre C'est une exemple. question, s'il vous Je plaît. suis allé à l'Institut supérieur des arts de Guinée, à À l'ISAC, Dubreka. 2007. Quand il y a eu l'état de siège, j'ai été bloqué à Dubreka. Je suis resté là-bas. J'étais parti en mission de formation pour 3 mois. Je suis resté 1 an. Je suis arrivé, la première question, filière interprétation, c'est-à-dire des jeunes qui partaient, qui faisaient 5 ans d'université pour devenir des acteurs ou des comédiens de théâtre et autre chose. J'arrive, ceux qui étaient en 3e année, ils me disent, monsieur,
on ne sait pourquoi ils disent c'est quoi nous notre avenir. On a 7 Je dis minutes, votre on va avenir, oui, permettre, oui. Je dis votre SMS, avenir, je sais pas s'il y a c'est des rien. messages, Vous on va n'avez les pas lire. d'avenir. Ils m'ont demandé pourquoi. Je dis parce que comme vous ne le savez pas, aujourd'hui, je vais vous dire c'est quoi votre avenir. Et beaucoup de ces gens, on a travaillé. J'ai dit, on va faire le processus de la création artistique. On est rentré dedans. Tous les matins, c'était réveil musculaire. 6 heures du matin, je suis devant, on court de Dubreka, ville, de Lisac jusqu'à Dorfili. Aller-retour, on chante, on réveille tout le monde. Et je les ai pris, tous ces enfants, je les ai amenés, comme ils devaient être des acteurs. Excuse-moi, je les ai amenés au Ballet National Dioliba. On a des structures qui existent. Ballet National Dioliba, ils ont fait 2 semaines de formation. Filles comme garçons, tous ont appris à faire des acrobaties, à danser, à chanter, etc. Il faudrait Dioliba est c'est simple, c'est c'est lier la théorie à la pratique, c'est simple. Tout La mathématique, c'est possible. Prenez par exemple des enfants qui font biochimie. Les enfants qui font biochimie à l'université. Leur activité, c'est quoi? Biochimie. Oui, ils font biochimie. Ils doivent être dans le laboratoire. Normalement. Des enfants qui font médecine, ils doivent faire des stages au niveau des hôpitaux. Quel hôpital privé accepte un étudiant guinéen sortant de l'université de Conakry comme stagiaire? Moi, je voudrais Monsieur Jean-Marie Doré, que Dieu ait son âme, il a dit, les laboratoires biochimie de recherche, il n'y en a pas. Les solutions à nos problèmes ne sont pas en l'air, elles sont par terre. Merci beaucoup, Guessira. Moi, j'ai appris à faire la confiture. La confiture, quand j'étais au lycée 2 octobre, on a fait venir des Égyptiens qui nous ont appris à faire de la confiture à l'école. C'est de la biochimie, ça? Bien sûr, bien sûr. La confiture. D'accord, merci donc à vous. C'est de la biochimie, c'est la pratique. Merci Guessira. Nous sommes à la fin de cette émission. On va donc résumer. Chacun aura quelque chose. Mais soyez bref, s'il vous plaît. Nous allons commencer par vous, Monsieur Komara, rapidement. À parler sur l'aspect chômage en Guinée. Je pense qu'il y a un grand problème. Quand vous parlez de 1985 jusqu'à maintenant, il faut aussi penser à la population en 1985 et la dimension même de Conakry en 1985. C'est juste si. J'ai même posé la question, qui est chômeur? On ne va pas revenir sur les polémiques, on va faire la synthèse. Guessira, nous sommes dans la synthèse. Nous sommes dans la synthèse. Allez-y rapidement. Mais qui est chômeur? La synthèse rapidement. Moi, merci de m'avoir reçu ici. Je pense que le problème, selon moi, est qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'université. Et même si on donnait la porte à tout le monde, tous ces étudiants sortants ne pourront pas aller à la fonction publique. Ils ne pourront pas rentrer dans les entreprises. Il n'y a pas d'espace pour tout le monde. Donc les jeunes, mes frères et sœurs, vous devez penser à créer. Regardez autour de vous, même les poubelles qui sont là. Tout a un sens. Tout a un sens. Vous pouvez apprendre de ceci et puis créer quelque chose de durable. Bien dit. D'accord. Merci donc à vous, Monsieur Komara, l'initiateur de Kalumbanri. Et nous, on espère que vous serez vraiment entouré de jeunes dynamiques parce que là, seul, on ne peut rien pour que vous puissiez réellement avoir ce que vous voulez de ce projet. Alors, rapidement à vous. Voilà, moi, même récemment, j'étais à un forum, et mis à part les critiques à tout moment, moi je fais toujours un plaidoyer auprès du gouvernement et tout, et parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu des efforts. Le gouvernement, le président de la République a enclenché beaucoup de chantiers, il y a eu beaucoup d'efforts, mais les efforts tardent à se ressentir sur le terrain. Et parlant de, comment dirais-je, la formation, l'éducation de la formation des jeunes, des étudiants et tout, il faut vraiment que les acteurs de ce secteur se retrouvent pour discuter et définir les nouvelles orientations à suivre. C'est extrêmement important. Mais je tiens aussi à rappeler que tout cela ne peut être possible que dans la paix. Les Guinéens, il faut qu'on se donne la main. Ce pays-là nous appartient. Donnons-nous la main et aidons comment dirais-je, toute personne, aidons nos dirigeants vraiment
à nous aider même, parce que c'est extrêmement important. D'accord. Quelqu'un qui ne facilite pas la tâche à son dirigeant se fait du mal sans se rendre compte. Merci Mais beaucoup. si tu facilites Merci. la tâche à ton dirigeant, tu l'accompagnes et toi-même, tu œuvres aussi pour le développement de ce pays. D'accord, c'est la Donc, fin de cette voilà. émission. Merci beaucoup à tous d'être venus. Et nous sommes heureux, bien sûr, chers téléspectateurs, de vous savoir nombreux. Merci beaucoup d'être là. Vous nous pratiquez dans les 4 coins du monde. Merci beaucoup pour la force, le dévouement et la confiance que vous nous accordez. Je vous le dis, chaque jour est une vie, chaque jour est un défi, chaque jour doit être satisfaction. Et pour y arriver, il faudrait qu'on sache réellement ce que l'on veut pour partir à sa conquête. Ça, ce message, c'est pour la jeunesse guinéenne. Merci à vous, chers invités, d'être venus. Merci donc à Nobi pour m'avoir sublimé ce matin avec cette belle coiffure et le maquillage. Ça me va à ravir les jaloux, hein, comme Gessira Kondé. Alors, merci donc à Monsieur Camara. Elle a encore invité ici le feu. Et quoi encore? Et l'eau. Il y a un Kondeka à côté ici. On va inviter un Kamalaka encore. Alors, merci Comment à c'est si- tous. c'est si peu? Pas Allez, du tout. c'est fini. Vous ne pouvez pas.